On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Meg. Bonjour. Aujourd'hui, si tu es là, c'est parce que tu as accepté de nous parler de ton combat contre les troubles alimentaires, puisque tu es toi-même tombée dans l'anorexie et la boulimie lorsque tu étais plus jeune. Pour commencer, peux-tu nous expliquer pourquoi et sous quelle forme ce trouble s'est manifesté chez toi ? Je saurais pas forcément dire la raison, parce qu'il y a eu plusieurs petites raisons en fait. Il y a eu plusieurs petits régimes. Et à mon avis, il y en a eu un de trop qui a dégénéré, qui a fait que je me suis totalement laissée emporter dedans et j'ai plus voulu m'arrêter de maigrir en fait. Jusqu'à ce que mon entourage me fasse réaliser que c'était vraiment une obsession grave, que c'était pas anodin et que en fait ça s'appelait l'anorexie. Sous quelle forme ça s'est manifesté ? Alors d'abord sous forme d'anorexie restrictive. Et ensuite, et ça a duré le plus longtemps, c'était vraiment la majorité de la maladie, c'était plutôt la boulimie. Alors on l'ignore parfois, mais il faut en effet expliquer qu'il existe des formes sévères de ces troubles alimentaires qui peuvent malheureusement conduire à la mort. Meg, est-ce que ça a été ton cas à un moment ? C'est vrai, alors moi franchement j'y ai échappé, je n'ai pas connu une forme très très sévère dans le sens où j'étais entre la vie et la mort. Donc j'avais un poids la plupart du temps qui était à peu près normal, voilà. Même si moi, comment je me voyais dans le miroir, c'était affreusement horrible. Du coup, je m'alimentais quand même, voilà. C'était totalement déréglé, c'était n'importe quoi, mais j'étais pas entre la vie et la mort. Combien de temps as-tu lutté contre cette maladie ? J'ai lutté pendant 2 ans, je pense, à peu près. C'est à peu près les dates que je me souviens à partir du moment où ça a vraiment commencé. Et à partir du moment où j'ai retrouvé une alimentation à peu près normale, un rythme de vie normal, et où j'ai sorti la tête de l'eau, j'ai l'impression que j'avais tourné une page, que c'était derrière moi. Même si ça a quand même mis des années entières pour que je déconstruise certains schémas. Voilà, il y a eu quand même tout un travail sur moi qui a pris plus longtemps que 2 ans, hein, mais le gros de la maladie, on va dire que c'était 2 ans. Et toi, est-ce que tu as été accompagnée pendant cette période et si oui, par qui et de quelle manière ? J'ai été accompagnée pendant un moment par une psychiatre. Ça m'a surtout aidée à parler, à comprendre que ce qui se jouait en moi, mon mal-être en fait, c'était pas forcément lié à l'alimentation à la base, mais c'était plus au niveau de mes relations. Au niveau de l'image que j'avais de moi-même et tout ça. Et du coup, la psy m'a bien aidée, à tel point qu'au bout d'un moment, j'étais censée reprendre rendez-vous avec elle dans X temps, je sais plus, puis finalement, j'en avais plus besoin en fait, donc on s'est plus revus. Et ta famille ? Comment a-t-elle réagi face à tout ça ? Mon entourage a été franchement démuni. Adorable, mais tant que le déclic pour guérir n'est pas venu de moi, ils avaient beau remuer ciel et terre, ils pouvaient pas faire grand chose. La meilleure chose qu'ils aient pu faire, c'est de rester fidèles à mes côtés et de me montrer qu'ils m'aimaient malgré tout. Alors aujourd'hui, si tu peux parler de ce sujet avec autant de liberté et de recul, c'est parce que tu es guérie. Tu as d'ailleurs accompagné de nombreuses jeunes filles depuis toute cette histoire. Peux-tu nous expliquer comment tu t'en es sortie et quel était le moyen pour toi de te reconstruire ? Alors comme j'ai dit, la psy ça m'a aidée, en parler avec diverses personnes de confiance ça m'a aidée. Il a surtout fallu que je comprenne que ce n'était pas parce que j'étais plus mince que j'allais être plus aimée. Ça c'est vraiment, j'ai mis du temps à le comprendre et en fait je pense que dans notre société d'aujourd'hui, on est valorisé quand on est mince, on se sent plus belle quand on a maigri, enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il faudrait vraiment arrêter parce que ça détruit. J'ai eu besoin en fait d'avoir vraiment un cadre au niveau des repas, en mangeant normalement avec tout le monde, des repas équilibrés, etc. pour retrouver une bonne hygiène de vie tout simplement, quoi. Après c'est sûr qu'avec le recul, je sais que toutes les prières de mes proches, de ma famille n'y sont pas pour rien. Dieu m'a pas guérie comme ça du jour au lendemain de façon miraculeuse, éclatante. C'était plutôt subtil, tout en douceur. Il m'a renouvelé de l'intérieur en fait. Il a transformé mes pensées. Et c'est grâce à lui, c'est grâce à Dieu si je suis pas tombée plus bas que je n'étais déjà.
c'est lui qui m'a restaurée en fait, qui m'a sauvée. Alors il y a eu un avant, un après, et aujourd'hui, quel est ton rapport à la nourriture à présent ? Est-ce que c'est encore un terrain sensible ? Est-ce que tu dois veiller pour ne pas retomber ? Mon rapport à la nourriture aujourd'hui, il est sain. Ça reste un terrain sensible parce que c'est l'addiction vers laquelle je vais me tourner si je me sens seule, si j'ai un problème, ou même tout simplement par ennui, je vais beaucoup plus facilement grignoter. Voilà, ça c'est un peu mon truc à moi. Il y en a qui ont des problèmes avec la cigarette ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, moi ce serait quand même toujours un petit peu la nourriture, mais c'est pas du tout un terrain sensible comme ça l'était il y a quelques années. Il y a encore de très rares fois où je me dis qu'il suffirait de pas grand chose pour que ça passe du côté obscur, quoi. Mais franchement, c'est très rare. Alors mec, tu sais, habituellement, on aime terminer ce podcast avec un conseil. Alors si tu devais donner des conseils, un conseil à celles et ceux qui luttent en ce moment avec l'un de ces troubles alimentaires, que leur dirais-tu ? Peut-être que dans un premier temps, je conseillerais de vraiment séparer tout ce qui est l'alimentation, les chiffres, le poids, les calories, etc. Tous les calculs qui nous tournent dans la tête quand on est malade, de tout ce qui est bien-être. C'est-à-dire essayer de remettre en place, en tout cas moi je pense que c'est comme ça que ça a marché, un cadre et de mettre pas trop d'affect, vraiment juste manger pour manger à l'heure où c'est l'heure du repas, voilà, pas forcément trop écouter son corps, ça sera dans un deuxième temps. Et d'un autre côté, essayer de trouver son plaisir dans des choses qui nous font plaisir, des activités, des loisirs, ça peut être la musique, le sport, faut faire attention parce qu'il y a toujours le physique qui joue. Et ensuite, dans un second temps, c'est sûr qu'il faudra réapprendre à manger avec plaisir, à se nourrir correctement, à écouter quand on a faim, quand on n'a plus faim, à vraiment respecter son corps dans ce sens-là, quoi. Mais le plus important, c'est de comprendre que notre valeur n'a rien à voir avec notre poids. On est tout autant aimé par nos proches et surtout par Dieu en premier, que l'on soit mince, gros, tout ce qu'on veut, c'est pas du tout ça qui joue. Il faut s'aimer soi-même, voilà, c'est ça le premier combat. Voilà, c'est difficile d'en sortir, mais c'est possible. C'est aussi une des principales choses que j'ai envie de dire aujourd'hui. J'aurais pas du tout imaginé que c'était possible. Et pourtant, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est-à-dire à 10 000 km de l'anorexie. Et je suis vraiment très très reconnaissante pour ça. Un grand merci Meg. Merci pour ce magnifique témoignage d'espoir. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé produit par Trésor Média.